production Sideways. Salut tout le monde! Cette semaine au podcast, je reçois quelqu'un qui incarne parfaitement le parcours d'un entrepreneur passionné qui a bâti son entreprise avec ses propres mains, littéralement. Christian Marcoux. C'est un ébéniste, un créateur, mais surtout un entrepreneur qui n'a jamais eu peur de foncer. Parti de son cabanon avec quelques outils et beaucoup d'ambition, il a transformé son petit atelier en une belle entreprise, reconnue pour son expertise en mobilier haut de gamme. Dans cet épisode, on parle de son parcours, des défis qu'il a dû surmonter et de ses premières erreurs. Mais aussi, on va venir toucher tout ce qui est l'innovation et de la robotisation dans son entreprise. Et bien sûr, on va venir aborder l'équilibre entre entrepreneur et la vie de famille. Un parcours inspirant, des défis et une vision du métier qui continue d'évoluer. C'est ce qui vous attend dans cet épisode avec Christian Marcoux. Bonne écoute tout le monde! Salut Christian, bienvenue sur Round 2 Job. Salut Jason, merci de l'invitation. Je suis content de te recevoir. Je te reçois dans ta salle de monde de Québec. Un très bel endroit. Oui, exact. On a créé une belle place chaleureuse pour recevoir les clients. Oui, c'est ça. Ça doit être une belle fierté. Sortir un peu de la région pour venir plus Québec, pouvoir montrer vos beaux produits. Oui, ça fait déjà quand même 8 ans qu'on est sur la Rive-Nord, dans le fond. Ouais. On avait un showroom avant un peu plus haut, là, sur le plateau Sainte-Foy. Puis après 8 ans comme locataire, on a décidé d'acquérir un bâtiment. C'est qu'on est vraiment fiers de l'endroit qu'on a créé ici. Oui, qui était un ancien dépanneur, je pense. Oui, exactement. Comment ça s'est passé, rénover tout ça? Ça a été vraiment beaucoup de travail. On pensait pas qu'il allait y avoir autant de jobs que ça, mais ça a été... pas que ça a été périlleux, ça a quand même bien été, mais ça a été plus gros qu'on pensait là, en termes de travail complet, puis la durée aussi que ça a été. Mais on est vraiment content du résultat final. Il y a un sous-sol en bas en plus. Oui, c'est ça. Un sous-sol qui avait des barres de chocolat fondu avec sûrement du Pepsi collé par terre. On a réussi à faire des petits miracles avec qu'est-ce que c'était. Ceux qui sont déjà venus avant, là, ils peuvent voir la différence qui est assez grandiose. Ah, c'est bien. Puis ça vous permet d'avoir une place pour présenter vos beaux produits, puis recevoir les gens, puis aussi d'avoir des employés qui viennent travailler ici, qui sont plus, mettons, la Rive-Nord. Oui, c'est ça exactement. Puis la majorité de notre clientèle vient aussi du coin. C'est qu'on. Ouais. Je ne me rappelle pas l'expression, là, pas cordonnier mal chaussé, mais comment ils disent ça? Là, on ne peut pas être maître dans son pays ou je sais pas trop quoi. Ouais, je comprends. Fait qu'en Beauce, on n'a pas un gros marché. On a quand même quelques clients, mais en Beauce, on a un peu plus de misère. On a un feu qui nous accompagne aujourd'hui, fait que ça se peut que ça pétasse en arrière de ça. Ouais, mais c'est ça. Parfait. Ben écoute, Christian, allons dans le vif du sujet. Tu sais, là, on est là pour parler de ton parcours entrepreneurial. Christian Marcoux, c'est toute ta vie. T'as un beau parcours. Fait qu'on commençons du début. Tu viens d'où, toi, Christian? Je suis un natif de Scott depuis... je demeure à Scott depuis 43 ans, dans le fond. Ouais. J'ai jamais resté nulle part ailleurs, ni même en appartement. J'ai toujours demeuré dans mon petit village. Okay. C'est ça. À l'âge de 15-16 ans, je travaillais au moulin-à-scie de mon père, dans le fond. Okay. Mon père avait une série mobile, puis on se promenait chez les cultivateurs ou chez les gens qui avaient des bio à farcier. Fait qu'on partait le matin, puis les fins de semaine aussi, on allait chez les cultivateurs, tout ça. Fait que c'est là que la passion du bois a un peu commencé. Là. Fait Puis à cet âge-là, tu sais, ton père, il avait sa propre petite série mobile. Il avait son projet. Toi, dans ta tête, tu disais-tu, maintenant, je veux avoir mon projet, ou c'était pas encore dans ta tête à ce moment-là? Ouais, ben moi, j'ai été jamais diagnostiqué TDA ou TDAH. J'ai aucune espèce d'idée, mais je sais qu'il y a un petit hamster qui spinne dans ta barouette ici, là, ça c'est clair. Mais autour de secondaire 5, avec les résultats scolaires qui étaient un peu pas au rendez-vous, mettons. Ouais. Ben, j'ai fini mon secondaire aux adultes. Puis après ça, j'ai retourné travailler pour mon père quelques mois, si c'est pas un an, à temps plein. Après ça, j'ai été faire cours d'accueil et intégration au cégep en sachant pas dans quoi je m'en allais pantoute. C'était encore un peu nébuleux là, ce que tu voulais faire dans la vie. Oui, c'est ça. Il y avait électromécanicien qui pouvait peut-être m'intéresser. Puis on aurait dit que je voulais goûter peut-être un petit peu au cégep, même si j'ai juste goûté une session en réalité. Puis j'ai pas vraiment goûté, à vrai dire. Mais c'est ça, après une session, je me suis bien rendu compte que l'école, c'était faite pour les autres. Là. Ouais.
J'ai abandonné les études. Je suis retourné travailler au moulin avec mon père un petit bout. Puis c'est là que j'ai découvert un peu l'artisanat puis l'ébénisterie par les soirs, les fins de semaine. La passion qui s'est devenue ton métier, dans le fond. Ouais, c'est ça. Quand j'ai commencé à m'acheter des petits outils, puis je prenais les restants, les retailles de bois du moulin à scie, puis je faisais des petits coffres, des petites choses. Puis là, j'ai dit, crème, c'est le fun, c'est vraiment le fun de faire ça. Ouais. Fait que là, j'ai commencé mon DEP en ébénisterie suite à ça. Puis en DEP, j'en mangeais. Là. C'était une passion. Là. Le DEP qui est plus technique plutôt que d'apprendre. C'est pas de l'école. T'as les deux mains dedans. Ouais, c'est ça. Sauf qu'au début, il y a beaucoup de théorie quand même. Ouais, t'es quand même. J'ai passé à ça de décrocher. Là. Ah ouais? J'avais un super bon prof qui m'a pris à m'emmener dans le corridor, puis on a marché pendant une demi-heure de temps pendant que les autres faisaient de la théorie, justement. Puis je sais pas s'il voyait un potentiel ou je sais pas quoi, mais on a comme jasé. Il t'a travaillé. Ouais. Puis là, il dit, continue, Christian, le bout plus usine s'en vient. Puis moi, réapprendre les essences de bois, puis comment mesurer avec un gallon, je le savais depuis l'âge de je sais pas quoi, 12 ans. Fait que mon père avait moulé assis depuis que je suis né, c'est qu'on a tout le temps un peu pataugé là-dedans. Ouais. C'est qu'apprendre c'est quoi une planche d'érable ou de cerisier pendant 3 jours de temps. Non, c'est ça. J'étais en train de virer fou. Ouais. Fait que il a réussi à me sauver et à me laisser à me garder dans le track du cours de bénisterie. Je suis super content aujourd'hui. Là. Ouais. Puis là, tu as un déclic de te partir un projet ou tu voulais être employé avant? C'est drôle. Je sais pas à quel point tu veux que je rentre en profondeur. On a tout notre temps. Hein? Ah oui, c'est rendu là, c'est toi qui décides ce que tu veux. On peut même prendre une petite gorgée de, oui, vas-y. de vin. C'est que je te laisse parler pendant ce temps-là, c'est ça? Bon, on peut faire ça. Premier, de mes recherches, premier locaux, 250 pieds carrés. Oui, exactement, c'est ça. C'était ton début, ça. Oui, exactement. Ben, pendant mon cours d'ébénisterie, je travaillais déjà dans le cabanon chez mes parents. OK. Puis, tes outils étaient là. Oui, mes outils de Canadian Tire. C'est que ça allait moyen, mais ça marchait pareil pour commencer. Puis, c'est ça, pendant que j'étais à l'école, je prenais déjà des contrats pour des gens. Là. C'est que j'utilisais les locaux de l'école. Puis, j'avais même parti ma petite business de bois séché pendant que j'étais à l'école. OK. C'est que je prenais la commande de tous les gens de la classe. Puis là, j'arrivais avec le camion de mon père. Puis là, je vidais, dans le fond. Je venais livrer tout le bois qu'ils avaient besoin pour leur prochain meuble qu'ils allaient avoir à faire. C'est que je vendais déjà du bois sec. Puis je sais pas pourquoi, l'année d'après, c'était interdit d'arriver avec son propre bois. C'est que là, j'ai dû... je pense qu'ils ont peut-être pas aimé ça, là, que quelqu'un arrive et vende le bois. Le monopole. Ouais, c'est que ça a été comme un peu le premier... première fois que j'ai goûté à l'entrepreneuriat. Là, de vendre du bois carrément sec, puis aussi de vendre des meubles, des bahuts, des tables, des chaises à des gens. C'est ça. Fait que suite à mon cours d'ébénisterie, j'ai fait 2 stages. Puis en faisant les stages, je me suis rendu compte de si je devenais mon propre employeur, comment j'aimerais être envers l'équipe, comment je voudrais que les gens se sentent dans mon environnement de travail. Ça m'a donné une sacrée belle expérience. Puis j'ai vu que, je m'en doutais là, que c'est pas si compliqué que ça, là, faire des meubles, faire des armoires. Il y a moyen d'en créer une entreprise. Mais à ce moment-là, je pensais même pas avoir un jour une équipe. Là. J'étais tellement tout seul, puis dans ma tête, j'allais être l'ébéniste de Scott, tout simplement. C'est pour ça que ça s'appelait Christian Marcoux ébéniste au début. Là. Ouais. C'est qu'il n'y avait pas de visée de faire un Inc avec ça ou quoi que ce soit. C'est ça. C'est que ça a commencé vraiment, vraiment mollo. Là. OK. Puis là, il y a eu un déclic à un certain point pour que tu te partes un vrai projet. Oui, c'est ça. À un moment donné, les bahuts, les tables, les chaises, ça l'a fait son temps aussi. C'est qu'il y a quelques clients qui ont commencé à me faire confiance pour les salles de bain. Après ça, les cuisines sont arrivées. Le local est devenu vraiment trop petit. Là. C'est le cabanon de 250 pieds. Là. C'est que le cabanon est devenu la chambre peinture. Puis là, avec mon père en arrière du moulin à scie, on a bâti une cabane. C'était pas très grand, mais le cabanon servait de chambre peinture. L'autre partie faisait la fabrication. Puis à ce temps-là, les médias sociaux, tout ça, ça n'existait pas tant. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu, la photo sur mon site web, là, qu'on voit les meubles sur le gazon. Là. Oui, c'est vrai, en avant de la cabane. Là. Ouais. C'est que ça, c'était mon Facebook dans le temps.
ou mon boss média, peu importe c'était quoi. Ouais. C'est qu'il y a des gens qui arrêtaient, venaient voir les meubles. C'est que là, je regardais la météo le matin, puis je disais, ah, aujourd'hui, je peux mettre mes meubles au bord du chemin, il mouillera pas dessus ou il ventera pas trop. Ouais. C'est que mon père ou mon frère m'aidait à sortir les grosses armoires, mettait ça sur le gazon, avec la petite pancarte à vendre en arrière, puis ça a commencé de fil en aiguille comme ça, là. Vraiment tranquillement, là. Puis au début, les clients venaient vers toi ou t'avais-tu un défi de trouver des clients? Parce que est-ce que tu avais un travail à côté puis il fallait que ou tu étais all-in? Ouais, j'étais all-in, puis je pense que ça a été important aussi de le faire. J'avais la chance de rester encore chez mes parents là, à 21 ans. Là. Fait que j'avais la chance d'avoir une super bonne maman qui s'occupait de moi comme un petit roi. Ouais. J'arrivais le soir, le souper était prêt, je pouvais retourner travailler tout de suite. Ouais. Le lendemain matin, je partais travailler aussitôt que je me levais. Je venais dîner, mon dîner était prêt. J'étais vraiment gâté. Là. C'est que je pouvais travailler comme un fou, puis au moins pas me soucier des tâches là, de la maison, puis les repas, puis tout ça. Là, ça m'a vraiment aidé. Là. Jusqu'à quel âge t'es resté chez tes parents, justement, pour... J'ai resté jusqu'à 25 ans, jusqu'à temps que ma conjointe finisse l'université. OK. Puis après ça, on s'est bâti un petit jumelé. Là. Ça, c'est une autre partie de ma petite vie que j'ai vraiment apprécié, le bâtir une maison aussi. Là. Ouais, c'est ça, c'est faire tes propres meubles, ta propre maison. Ouais, on a bâti 3 maisons, dans le fond. Ouais. En autoconstruction. C'est que ça a été des beaux apprentissages. C'est j'arrivais à ces chantiers après, c'est moi qui prenais les mesures au début de mes chantiers, puis qui faisais l'installation aussi. Ouais. Mais j'arrivais avec un bagage de quelqu'un qui a déjà construit une maison. Au lieu d'avoir rien comme bagage. Ouais, c'est ça. C'est qu'on dirait que au début, tu fais juste construire des meubles sans nécessairement avoir construit une maison. Tu as fait ton cours, mais... C'est un cours d'ébénisterie, mais quand tu construis une maison, 2 maisons, 3 maisons, tu apprends toutes sortes de choses qui peuvent impacter la cuisine ou les rangements ou peu importe. Là. Ouais. Ça a été vraiment enrichissant. Là. Puis vivre aussi, d'avoir à gérer plein de corps de métier, là, le plombier, l'électricien, la ventilation, les escaliers, ben, je m'en suis occupé pas mal souvent dans mes chantiers. Ouais. Mais d'avoir à gérer d'autres corps de métier, tu vois comme la pression de livrer un résultat à la fin, puis avec les délais que tu as à respecter, c'est que là, ça. Puis tu vis toutes sortes de situations que tu es tout le temps en mode solution avec les différents corps de métier. C'est que là, je me suis dit, hey, avec tel sous-traitant, j'ai tellement aimé ça parce qu'on a géré la problématique de telle façon, il me l'a emmené de telle façon. Fait que là, je me suis dit, moi, je vais être une entreprise qui trouve des solutions parce que ça va jamais comme on veut sur un chantier. Ceux qui disent ça va tout le temps bien, j'y crois pas. Non. Mais ça m'a comme amené à réfléchir différemment puis dire, bon, nous autres, si on peut être une entreprise qui trouve des solutions pour travailler en équipe avec les entrepreneurs pour que ça aille bien. Ouais. C'est que ces expériences-là m'ont amené aussi à réfléchir là-dessus. Là. OK. Puis t'es resté sous le nom de Christian Marcoux ébéniste jusqu'à quand? J'ai resté environ 10 ans comme ça. Puis dans ces 10 ans-là, les 5 premières années environ, là, c'était montagne russe d'équipe entre 0 et 2 collaborateurs. Ouais. C'est le problème quand tu es à moitié toute seule, c'est que pendant que tu soumissionnes, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se fabrique. C'est que là, je soumissionnais, je réussissais à vendre, je travaillais comme un fou. Là, je finissais mon projet, puis je me retrouvais avec plus rien. Ouais. C'est que là, c'était des mois de haille d'ouvrage. Après ça, je retombais en soumission, j'attendais la réponse du client. Là, je retombais avec un haille d'ouvrage. Ça a tout le temps été comme ça. Ouais. Puis là, de là à développer des... C'est bien simple. Je pense que j'étais un peu naïf au début, là, mais développer une certaine régularité, puis de dire, je vais m'allouer du temps plus régulier pour soumissionner, pour avoir un pipeline d'ouvrages tout le temps plus égal, ben, ça a pris quelques années avant que je le comprenne. C'est un peu poche, mais... Ben, c'était ton expérience du début, là. Ben, c'est ça. J'ai commencé... J'aurais peut-être dû travailler 1 an ou 2 ailleurs avant de me partir à mon compte. Je ne l'ai pas fait. Ah, mais c'est ce qui a construit ton expérience. Aujourd'hui, c'est ce qui t'amène aujourd'hui ici. Oui, ben, je pense que oui. Ouais. Puis ça a été quoi le move de changer ton nom, justement? Le nom avec une virgule? Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, autour de 2009, il y a quelqu'un de Saint-Hilaire, Jean-Guy Parent, qui est venu me voir au locaux à Scott, puis il avait entendu parler de nous autres, je ne sais pas de quelle façon. Puis, quand tu dis locaux à Scott? Les locaux à Scott, là. Local, là, qu'on avait. Où ça?
Dans le fond, j'ai loué après, en arrière de chez mon père, j'ai loué un autre local après. OK. Fait qu'il y a eu 3 locales à Scott, 3 bâtisses. Puis monsieur Jean-Guy Parent, qui est, je salue aussi, qui est venu m'approcher pour m'en venir dans le parc industriel à Saint-Isidore. C'était comme un local bâtisse avec option d'achat. OK. Dans le fond, c'est que là, c'était vraiment intéressant de la façon que ça fonctionnait. Sauf que le hic que j'avais, c'est que je passais de 500$ par mois à 5000$ par mois de paiement, mais j'avais le même carnet de commandes. Ouais, c'est ça. C'est que les premières années, ça a comme été quand même assez C'était assez pensé difficile. bien, c'est ça. Ouais, c'est du jour au lendemain, tu fais x10 tes paiements, puis t'as pas dit x10 les ventes. Là. Non, exact. C'est que je pense que ça, il fallait quand même être prêt. Au début, la bâtisse était immensément grande. Quand je regarde dernièrement, regarder des vidéos de cette époque-là, la bâtisse avait de l'air vide. Là. C'était n'importe quoi. Là. Puis aujourd'hui, ben, on l'agrandit, comme on pourra parler un peu plus tard, mais on l'agrandit déjà plusieurs fois. Là. Mais c'est ça. Je pense que c'est la force de l'entreprise, si on parle initialement, c'est que j'adorais tout ce qui était compliqué, hyper compliqué comme meuble. C'est ce qui t'a démarqué? Je pense, hein, tout ce qui était rond, tout ce qui était plaquage, tout ce qui était vraiment artisanal, je carburais ça. Tout ce qui était trop facile, j'aimais moins ça. On dirait que c'était pas un défi. Fait que de fil en aiguille, les gens me demandaient tout le temps des choses quand même compliquées, puis de plus en plus compliquées, puis très, 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 très compliquées. Puis les gens qui se sont joints à moi, c'est des gens qui avaient un peu les mêmes défis de se dépasser. Là. Ouais. Puis de voir le résultat fini de quelque chose d'extraordinaire. C'est pas toutes les entreprises qui ont la chance de réaliser des projets vraiment sur mesure. Fait que je pense que l'équipe autour d'entreprise, ben, carbure à ce genre de défi-là aussi. Hein. C'est que c'est stimulant. On est vraiment gâtés. Puis là, t'as défini de changer ton nom justement après que tu aies eu une équipe ou c'était quand tu étais rendu à Saint-Isidore? En faisant le mot vers Saint-Isidore, dans le fond, C'était incorporé. Je me suis incorporé à ce moment-là. Ça commençait à être plus sérieux un peu. Tu avais combien d'employés à ce moment-là? Tu disais que tu avais du monde qui venait travailler, mais qui était autant passionné que toi. Ouais. C'était du monde qui venait donner leur nom ou ben tu t'es dit j'affiche des postes? J'ai eu la chance d'avoir des super bons stagiaires, vraiment. Ouais. Puis je pense que les profs peut-être nous vendaient comme une vraie ébénisterie. Ah, ben c'est cool ça. C'est qu'on réussissait à avoir, je pense, sans trop faire d'efforts ou sans je sais pas quoi exactement, mais on réussissait à avoir la crème de la crème comme stagiaire. Ah, c'est le fun. Oui. Puis dans un Sylvain là, qui est rendu associé avec moi aujourd'hui. Ça a commencé comme stagiaire, ça? Oui, commencé comme stagiaire. Cool, oui, il y a toute une histoire autour de Sylvain, mais aujourd'hui, ça fait 17 ans. Ça fait 8 ans qu'il est associé avec moi. Puis on était 2 ébénistes, puis on a toujours connecté là, sans avoir à trop se parler. On aurait dit qu'on connectait sans plus de détails. On partait chacun de notre bord, on faisait nos parties de projet ensemble, puis ça a vraiment tout le temps bien été avec Sylvain. Ah, c'est cool. Ça. Ouais. Puis, mettons qu'on jase je reviens un peu sur le nom, là, je vais passer à autre chose après. Là. Comment tu vois la marque développée avec ton nom d'inclus dedans? Tu sais, mettons, Jean Coutu de ce monde, ça marche bien. Toi, comment tu vois le futur sous ce nom-là? Ben, ce que j'aime dans le côté de mettre le nom, parce qu'il y a des côtés que j'aime moins aussi. Ouais. Ce que j'aime, c'est que ça fait plus personnalisé, ça fait plus artisan, ça fait plus haut de gamme, je trouve. Puis ça rattache un peu comme un côté familial à tout ça. C'est pas un nom d'entreprise froid, puis que c'est tout. Ouais. Puis le côté un peu plus nébuleux ou négatif que je prévois, c'est l'art de la vente. C'est que un jour, je vais avoir 65, 70 ans, peut-être, j'espère me rendre là. Mais un jour que je vais vouloir vendre ou céder, puis que oui, ça se fait. Là, Jean Coutu, tu l'as nommé que ça s'est vendu. Je ne me rendrai jamais gros de même. Là, mais, non. Ben, le nom reste, mais tu peux. Un nom, ça change. Là, c'était plus de voir un peu ta vision. Ouais. Un nom, ça change, ça peut évoluer, puis ça peut s'en aller vers d'autres choses. Ouais. Mais si un jour j'ai la chance de passer l'entreprise à d'autres personnes, ben j'aimerais que ça reste avec les mêmes valeurs de sur-mesure, de la qualité, travail d'équipe, tout ça. Puis c'est ce que je souhaiterais là, éventuellement. On n'est pas rendu là, je suis toute jeune. Toute jeune.
Parle-moi donc un peu, justement, mobilier, design, tu sais, c'est du haut de gamme. Vers quoi tu t'es. Pourquoi ça a été un choix d'aller vers le haut de gamme depuis tes tout débuts, dans le fond? Oui. Mais c'est qu'il y a énormément de joueurs qui sont dans le milieu bas de gamme. OK. Puis d'aller jouer là-dedans, ça fitait pas pantoute avec moi. Là. Ouais. Moi, je veux sortir d'un projet puis faire hey, c'est nous autres qui a fait ça, gang. Là. C'est complètement fou. Là. Vous rendez-vous compte que c'est nous autres qui a fait ça, là. Ce plafond-là, cette cuisine-là, ces murs-là, ces portes intégrées-là, c'est nous autres qui a fait ça. Là. Ouais. Puis ce que j'aime de notre métier, c'est que c'est toujours du tangible. Là. Tu vois l'action, tu vois la transformation du produit jusqu'à une installation finale. Fait qu'on a la chance de voir à tous les jours qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Puis le résultat fini avec les comptoirs installés, avec tout ce qui est les accessoires de plomberie et compagnie, c'est super. Là. Et je pense que je suis vraiment choyé là, du domaine qu'on a choisi. Là. Vraiment. Ouais. C'est quoi l'évolution que tu as vue de quand tu as commencé du haut de gamme jusqu'à aujourd'hui, le haut de gamme d'aujourd'hui? L'autre gamme d'aujourd'hui, il est rendu, je sais pas comment dire ça pour que ça sorte bien. Là, c'est mon TDA qui embarque, là, mais je pense qu'aujourd'hui, on a la chance de travailler sur des projets que jamais j'aurais cru avoir la chance de travailler. Des projets énormes, des projets que si on m'avait présenté ces projets-là il y a 15 ans, j'aurais juste dit c'est impossible. Là, c'est pas moi qui va faire ça. c'est un an d'ouvrage. Ouais, c'est ça. C'est que là, j'aurais pas pu répondre à la demande. Là, maintenant, avec l'équipe qu'on a, c'est des super projets, des 20-25 pièces d'armoire de cuisine dans des maisons. On est capable de les prendre, puis on est capable de donner des délais qui sont raisonnables versus ce que je pouvais faire avant. C'est que ça a évolué en termes de grandeur de projet, complexité aussi. C'est que là, il faut avoir une équipe solide en crime pour réaliser ces projets-là. Là. Ouais. Autant au dessin technique, l'équipe ici aux ventes, au design. Après ça, la fabrication, les ébénistes aussi, les installateurs, c'est le nerf de la guerre. Ouais. C'est qu'il y a des bons installateurs qui peuvent rendre justice au produit. Là. C'est que c'est toute une équipe. Là. Il faut que tout le monde soit bon partout. Là. Exact. Là, le coût de la vie augmente. Est-ce que vous trouvez avoir moins de clients? Tu sais, c'est du haut de gamme. Des fois, c'est là que tu te dis, ben, le haut de gamme avec le coût de la vie va peut-être diminuer. Ta perception depuis les dernières années que le coût augmente toujours? Ouais, ben, je pense que la clientèle qu'on vise depuis le début, c'est une clientèle qui est un petit peu moins impactée par les augmentations des coûts de la vie. C'est des gens qui se gâtent de toute façon, qui aiment ça, et puis qui aiment le changement aussi. Là. On est quand même choyés. Là. C'est des gens qui investissent dans l'immobilier, c'est des gens qui achètent, qui rénovent ou achètent un terrain, bâtissent. C'est des gens qui sont... Je les regarde aller puis je leur lève mon chapeau. Là, on dirait qu'ils ont tout le temps des projets. Là. C'est le fun. Là. Ouais. Puis ce que j'aime après, là, ça fait 23 ans, ce que j'aime, c'est les anciens clients qui reviennent. Ouais, c'est ça. C'est que ça, c'est de plus en plus le fun. On va voir bientôt là, sur les médias sociaux, là, on a arraché une cuisine qu'on a faite il y a peut-être 16-17 ans, puis on a livré une autre nouvelle. C'est que la maison a comme un petit peu évolué avec le temps, puis les besoins des clients aussi. Ouais, c'est j'ai hâte de le voir aussi, ça fini, le montage et tout ça, mais on commence à voir des anciens projets qui reviennent, puis des clients qui reviennent pour la 2, 3, 4e résidence. C'est que c'est le fun. Ça, ben, la clientèle récurrente, ils réalisent votre beau projet, votre beau travail que vous avez fait. Fait que, à revenir, c'est sûr qu'ils savent qu'ils vont être bien servis. Oui, ben c'est ça, exact. Puis des fois, on peut pas les avoir aussi, mais des fois, on perd des projets. Mais quand on voit que le client revient après, ben là, ouais. C'est comme le fun. Hein? Tu te dis, bon, ben, finalement, on n'est pas si pire que ça. Fait qu'on fait de notre mieux tous les jours pareil, là, mais. Là, toi, t'es plus à la présidence, probablement. Ouais. Tu touches un peu moins au projet. Tu les vois peut-être passer. J'en vois quelques-uns passer. Je vois surtout les plus complexes passer. Complexe. J'aime ça aussi. Être dedans. Ouais, participer des fois on regarde un projet aller, puis juste un genre de petit brainstorm rapide, dire ce projet-là, je le verrai travailler de telle façon. Puis là, tu amènes le projet de façon différente pour réaliser ce qui est demandé, parce qu'on travaille avec beaucoup d'architectes et de designers.
Puis eux, c'est pas les idées qui manquent. Là. Non, c'est ça. Puis le client qui paye des services comme ça, ce qui lui a été vendu par le designer ou l'architecte, ben il veut que ça ait l'air de ça. Exact. Il veut pas qu'on aille couper là parce que c'est plus facile pour nous autres. Il veut pas avoir un joint à cette place-là. C'est que faut réaliser exactement ce qui est là. C'est que ça, c'est des méchants beaux défis techniques. Là. Ça j'aime vraiment ça. Là. C'est le bout que je pense que je t'avais valeur ajoutée. Puis il y a eu quelques fois, là, comme dans le bout de la pandémie, là, le rush qu'il y a eu après, là, que tout le monde s'est mis à investir dans leur maison comme jamais. Là, il a fallu qu'on remette nos bottes à cap, puis retourner dans l'usine. Puis j'aimais ça quand même. Là, ça me manque. C'est tes bases. Ouais, c'est ça. Des bouts, j'irais faire ça aussi plus souvent. Puis y a-tu des projets que tu dis que j'ai pas fait encore, mais que j'aimerais toucher un jour? On en a fait pas mal, mais. Ouais, c'est ça, on en a fait plein. On dirait que j'aimerais pousser encore plus loin l'audace du design, aller plus loin que qu'est-ce qui se fait. On est allé à Milan l'année passée voir un show, puis Québec, Canada, États-Unis, on est clairement en retard là, sur plein de choses, autant le design que les produits, que la quincaillerie. C'est qu'eux sont comme, je dirais, environ 3-5 ans en avance sur nous autres. Là. Ah ouais, à ce point-là. Oui. C'est qu'on a un accessoire ici, là, qu'on a été les premiers au Québec à avoir, là, mais ça a été testé en Europe pendant plusieurs années. OK. Puis là, on a été les premiers au Québec à pouvoir le distribuer. Et c'est un produit quand même particulier, mais c'est ça, on est en retard sur plein de choses. Mais j'aimerais ça qu'on puisse être au moins égal avec eux, puis pouvoir pousser le design encore plus loin, puis pas être le petit frère de Milan là, qui suit 3-5 ans après. Ouais, exact. Suivre la tendance. Ouais, c'est ça, exact. Fait que ça, il y a des choses, j'aimerais... j'ai travaillé quand j'étais à mes débuts, on parlait tantôt des débuts. Là. Je fais du coq à l'âne, mais ça, c'est... C'est correct. C'est ton TDA. Ouais, c'est ça. Là, il est starté comme il faut. Mais à mes débuts, j'avais pas tant de rentabilité avec l'entreprise. C'est que j'avais accepté de prendre un contrat dans les jets privés à Montréal. Fait qu'à tous les dimanches soirs, je partais à Montréal, j'allais coucher chez la cousine à ma mère. Je couchais chez elle, je faisais le maximum d'heures que je pouvais faire jusqu'au vendredi midi. Le vendredi midi, je revenais à la course en Beauce. Je travaillais le vendredi soir, je travaillais le samedi, je travaillais le dimanche. Le dimanche, je repartais faire ma run de travailler dans un jet privé. Là. Ah ouais? Ça, j'ai fait 3 mois et demi, c'était assez. 3 mois et demi de jet avec les armoires en rond, le plaquage d'ébène. C'était complètement fou. C'était le luxe extrême. Là. Puis là, je sais pas, tu parles de rêve, là, mais je pense que s'il y a quelque chose que j'aimerais faire un jour, c'est que quelqu'un arrive avec un bateau dans ma cour puis me dise qu'il veut qu'on y fasse des armoires extraordinaires sur mesure dans son bateau. Ça me ferait pas mal triper. Là. Ouais. Puis je me demande si je laisserais pas mon veston sur la chaise puis que je virais pas m'en occuper moi-même. Là. Ouais. Mais ça, c'est le genre de projet qu'un jour dans ma vie, j'aimerais essayer. Que ça pourrait être vraiment stimulant. J'irai rechercher un peu ce que j'ai appris dans les avions. Ben oui. Puis je pourrais le ramener dans un bateau. Ah ouais. Fait que ça serait peut-être un rêve. Sinon, juste continuer à faire ce qu'on fait actuellement, c'est vraiment le fun. On fait des plafonds merveilleux. On va faire du mobilier sur mesure, des tables de 12 pieds de long avec des pieds. On a fait des plafonds qui se tiennent de façon extraordinaire. C'est développer des choses qui se fait pas. Ça me passionne aussi. Le cassage de tête. Ouais, c'est ça. Quand c'est trop facile, là, j'aime moins ça un peu. C'est le fun pour les équipements. Les équipements aiment ça, les jobs plus simples, plus standards. Mais moi, personnellement, j'aime les défis techniques. J'aime quand on arrive à la fin qu'on fait « Hey, c'est donc bien beau. » C'est ça. Fait que là, tu avais un atelier plus artisanal. Là, aujourd'hui, es-tu dans la technologie 4.0 ou pas encore à ce point-là? Ouais, ben je pense que oui, 4 puis 5.0 maintenant. 5.0, OK, oui. 5.0, c'est l'interconnexion des humains, de la technologie. En tout cas, c'est un peu flou encore, mais je pense qu'on est rendu là parce qu'on a robotisé, puis comme la majorité des entreprises, on a oublié l'humain, l'impact de l'humain là-dedans. Ouais. C'est qu'on investit, on met de l'argent, on met des équipements, puis on pense que tout va se faire comme naturellement, l'équipe va embarquer, mais tu as tellement besoin de ton équipe pour que ça aille bien, les changements.
C'est que ça, c'est ce qu'on a peut-être négligé. Ouais. Puis qu'on a appris. Notre équipe l'a appris. Eux autres aussi, en même temps que nous autres, ça a été quand même rough. Le dernier stretch qu'on a fait d'achat d'équipement, ça a été assez énorme. Là. On a investi pour le dernier Blitz 2.2 d'équipement, je pense. Exactement, j'ai pas le chiffre. Mais on a tout changé, ce qu'il y avait à changer. Maintenant, c'est les panneaux d'armoire se déplacent environ sur 115-125 pieds de long dans les airs, sur des convoyeurs. Ça se pousse, il y a un robot qui vient les goujonner, ça retombe sur d'autres convoyeurs. Là, éventuellement, on pourrait connecter 2 autres équipements après pour avoir comme un 150-175 pieds linéaires de automatisé à 100%. C'est fou. C'est que là, juste ça, ça nous place comme un de peut-être des 10 leaders au Québec là, en termes d'équipement robotisé. C'est que ça, c'est vraiment intéressant. Mais on a tellement besoin de l'humain pour rendre ça performant. Ben oui. Autant juste... pour le fine-tuning, oui. autant pour manipuler certaines choses. Là, dans C'est ça. Il en reste de la manipulation quand même à faire. Puis il faut de l'intelligence humaine pour amener ces équipements-là à aller encore mieux puis encore plus efficacement. Mais c'est ça, on a vraiment, vraiment investi. Là, ceux qui ont l'opportunité de venir visiter l'usine, ils ont juste à m'écrire, venir visiter, ça va me faire plaisir. Mais je suis vraiment fier de ce que c'est rendu l'usine versus toutes les années passées. Ouais. Qu'on était plus dépendant. Ben, on va toujours rester dépendant de l'humain, puis c'est parfait. Mais avant ça, j'avais tellement des jobs qui étaient plates chez nous. Là. Et les jobs que tu déplaces à journée longue des panneaux, l'autre job que tu goujonnes à journée longue, l'autre job que tu tapes avec une masse sur des caissons puis tu mets des serre-joints à journée longue. C'est des jobs que maintenant, c'est tout robotisé. Là. Ouais, c'est ça. Ce qu'on a gardé manuel, c'est tout ce qui est l'artisanat, tout ce qui est le fine-tuning, tout ce qui est beau, tout ce que les gens touchent. Ça, c'est resté manuel. C'est dur à robotiser parce qu'on est dans un créneau haut de gamme. La finition, on a acheté un robot aussi. Okay. Mais tout ce qui est plus gros que telle dimension, ben, il est fait à la main quand même. Ouais. Mais le reste de la finition, tout ce qui est en bas de 4 pouces est fait par le robot au complet. Okay. Ça amène une finition qui est encore plus belle. On a fait un virage à l'eau aussi en même temps. Fait qu'on a été un petit peu cow-boy, là, si mes associés m'écoutent en ce moment. Là, on a été vraiment, vraiment, vraiment cow-boy de tout faire ces changements-là en même temps. C'est que ça, c'est un regret, mais en même temps, aujourd'hui, je suis content de l'avoir fait. Mais ça a été un an et demi de passage pas si évident. Non, c'est ça. Tu ne reviendrais pas en arrière là, sur cette décision-là. C'est sûr que ça va vous amener encore plus loin. Oui, ben la chance qu'on a, c'est qu'on a encore de la capacité à pouvoir produire plus de projets. Ouais. Versus avant, on était toujours limité. Là, on a une capacité supérieure à ce qui est la demande actuellement. On s'en doutait. On s'équipait pas pour demain, on s'équipait pour dans 3-5 ans. Fait qu'en sachant très bien que dans 3-5 ans, nos équipements devraient être à pleine capacité. Mais il y a un petit bout là, entre aujourd'hui puis dans 3 ans qui est tannant un peu plus, mais ça fait partie de la game. On l'avait budgété puis planifié. Là. Ouais. C'est ça. On laisse le temps aller, on grandit là-dedans, puis on veut pas aller trop vite non plus. Non. Fait trop vite, c'est pas mieux. Mais automatiser, c'est une chose, mais pour garder la signature plus artisanale, est-ce qu'il a fallu faire des compromis ou ça l'a respecté tout ce que vous aviez en tête? Ben, je suis vraiment content. C'est ce que je dis souvent, c'est qu'on a trouvé le sweet spot entre l'artisanat puis la robotisation. Ceux qui ont déjà vu l'usine, c'est tout ce qui est des rôles à non-valeur ajoutée, c'est robotisé. Tout ce qui est à valeur ajoutée, c'est de l'humain qui travaille dessus. Fait que tout ce qui est spécial va être fait par de l'humain quand même. C'est qu'on regarde une cuisine, il y a 80% de la cuisine qui peut être robotisée sans changer la qualité de la cuisine. Ouais. Puis le 20% va être travaillé tout par des artisans. Puis dans l'usine, ce qu'on a fait, c'est on a créé 4 petites usines de bénisterie dans le fond de la shop. OK. Dans le fond, les gars, on shop. Si je dis leur espace, c'est plus grand que mon cabanon au début. Il est comme 2 fois plus grand que mon cabanon. Puis eux autres, ils ont chacun leurs outils, il leur manque absolument rien. Ils ont tous leurs gros bancs de sapano. Ils sont 5 gars qui travaillent dans les 4 usines. On pourrait dire que c'est 4 petites usines. Puis eux travaillent chacun sur des projets complexes. Des hottes de cuisine, une table, des vanités de salle de bain en rond, des
des murs avec des lattes. Il s'occupe de cette partie-là de A à Z. C'est ça, exact. C'est que des fois, j'entends des choses de d'autres entreprises qui ont des chiffres d'affaires similaires ou plus grands au mien, puis qui ont une personne qui fait du spécial. Ouais, c'est ça. Fait que là, chez nous, ils sont 5. Fait que là, si on lit entre les lignes, on comprend qu'on fait du vrai sur-mesure à temps plein. Exact. Fait que ça, je suis pas mal fier d'avoir regardé la signature artisanale, mais d'avoir emmené un process quand même hautement robotisé au travers de ça. Ouais. Puis là, niveau planète, niveau l'écologie, est-ce que vous faites moins de pertes avec la robotisation? Ouais, ben la robotisation, il y a une partie quand on fait le montage là, pour le dessin technique, Ouais. on peut optimiser les composantes, dans le fond. Puis tout pour avoir le moins de pertes possible, dans le fond. Puis le reste, tout est recyclé chez nous. C'est de A jusqu'à Z. C'est les solvants de matériaux de finition, l'aluminium, l'acier, le carton, le plastique. Il y a tous des bacs là, en arrière de l'usine. Après ça, on fait, en parlant d'écologie, on fait toutes nos livraisons avec des couvertures de déménageurs. OK. C'est j'avais déjà analysé l'option de râper, cartonner, puis tout. Puis pas plus, pas moins de bris. Mais on finissait la job avec 2 grosses boules de même, de râpe, puis de foam, puis de carton, que ça s'en allait directement en poubelle. Ouais. C'est que là, tu peux pas recycler ça tant que ça. Non, pas du tout. C'est que là, je suis content des moves qui ont été faits. Le virage à l'eau, ça a été un move hyper important, là, un move pour l'environnement. Mais mettons que je me dis, l'eau puis le bois, d'habitude, ça va pas ensemble. Explique-moi donc un peu, c'est quoi? Ouais, ben c'est vrai ce que tu dis. Là. C'est la problématique des finitions à l'eau, c'est que ça fait retrousser le poil du bois. Là, comme quand on mouille une planche à découper, on sent le bois qui relève un petit peu. Ouais. C'est que il a fallu changer nos sablages, nos façons d'appliquer. Il a fallu. Puis une finition à l'eau, c'est plus long qu'une finition au solvant comme on prenait avant. C'est que c'est du temps de plus d'humain pour sabler ça comme il faut. Être sûr que le grain qui vient de se lever à cause que c'est des produits à l'eau, qu'il soit bien couché, bien sablé. Les teintures sont changées aussi. C'est qu'on a dû s'adapter. Puis moi, dans ma tête, quand on a fait le changement, j'ai fait hey, viens là, virer à l'eau, puis ça va être facile. Puis ça a pris facilement 6 mois et beaucoup d'erreurs plus tard pour dire qu'on était devenu en maîtrise de la finition à l'eau. Moi, je pensais que ça allait prendre une demi-journée. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'était un peu mon côté un peu rêveur. Là. Mais ça, 6 mois. Puis en plus, on est allé mettre la robotisation dans la chambre de peinture en même temps. Je te le dis, on a tout fait trop vite. Là. Il aurait fallu faire peut-être étape par étape. Mais là, c'est fait. Es-tu du genre, quand tu as une idée, c'est comme là, il faut que ça se passe? Tu ce genre de personne-là? Parce que moi, je suis de même. Là. Ouais, j'étais un peu de même. Un peu de même, mais là, T'as tendance à plus virer sur on prend notre temps. Là, c'est... Ouais, maintenant, oui. Maintenant, oui, plus. Je peux pas dire que je suis parfait, ça, c'est clair que non. Mais je suis vraiment plus sage dans mes décisions, plus réfléchi, beaucoup plus le côté finance. Les connaissances financières sont plus élevées que dans le temps aussi. Ouais. Ça, c'est des choses que j'aurais peut-être dû avoir plus vite dans mon parcours, les connaissances financières. Parce que je suis un ébéniste / artiste. Ouais, pas quelqu'un d'administration. Non, c'est ça. Mais ça l'a amené d'autres belles choses. Là. Je suis quelqu'un qui est hyper axé client, hyper axé service, hyper axé qualité. C'est que c'est quand tu as ça en priorité dans ton chemin de carrière, ben ça peut pas faire autrement que les gens te réfèrent, parlent de toi. Puis après ça, quand tu trouves des collègues de travail, ben ils ont la même vision que toi là-dessus. Là. C'est important de bien servir le client, c'est important que le client soit bien accompagné. C'est que c'est toutes des choses que je pense que j'ai pu apporter à l'entreprise au début initialement. Là. Ouais. Là, justement, tu parlais de référer des clients et tout ça. Parlons un peu du réseau d'affaires, être en région. Est-ce qu'au début, c'était un type de marché que tu avais bouche à oreille, aucune publicité? Puis finalement, c'était les contacts puis tes productions que tu avais faites, tes réalisations de cuisine, salle de bain qui te vendaient? Ouais, au début, c'était clairement que ça. Comme je te disais, il n'y avait pas d'Internet beaucoup là, en 2001, 2003, 2005. Facebook, LinkedIn existait à peine. Instagram, ça n'existait pas. Là. Non.
Puis j'étais pas techno en plus. Ça fait que même si ça avait existé, ça m'aurait pris du temps avant d'embarquer là-dessus. Là. Ouais. Mais le bouche-oreille a fait qu'on a grandi rapidement. On a fait les sœurs, les frères, les cousins, les voisins des clients, puis tout ça. Ça a été vraiment bon. Puis de fil en aiguille, ben, les médias sociaux sont rentrés. Ça leur donné une méchante chance. Là. Des fois, je me dis, des fois, on pense pour rien, mais Ouais. je me dis, avoir reparti ma business plus tard, est-ce que ça aurait été différent? Mais de toute façon, je ne changerais pas le passé, là, mais Ben, tu sais, commencer une entreprise aujourd'hui, les réseaux sociaux sont ultra importants. Tu vas pouvoir embarquer plus là-dessus que toi, à ton époque, c'était faire telle chose. Fait que, ouais. chacun a ses défis, peu importe quand tu lances ton entreprise. Non, c'est ça. Ça aurait été clairement différent, c'est sûr. Mais on a eu, comme tu le dis, les défis. Ouais. À notre époque, c'était ces défis-là. On a passé au travers. Mais tu parlais de réseautage, tout ça, un peu d'entrée de jeu. J'ai été hyper impliqué dans tout ce qui était chambre de commerce, développement économique Nouvelle-Beauce. Tu voyais le potentiel? Ben, je voyais le potentiel, puis je carbure à jaser avec des gens d'affaires. Là. Je capote, je suis stimulé. J'aime ça, côtoyer des gens qui ont déjà vécu des défis professionnels, puis ou qui ont fait grandir des entreprises, ou qui ont un bagage aussi. Là. C'est que ça, c'est intéressant. Je carbure à ça. Même encore aujourd'hui, j'aime vraiment ça. J'ai été impliqué sur différents CA aussi, en cours de route. Là, et là je suis impliqué sur le développement économique Nouvelle-Beauce. C'est vraiment intéressant. C'est que non, ça l'a amené un peu à ouvrir les œillères. Puis si je fais du pouce sur qu'est-ce que tu dis, ben en réseautant comme ça, ben la Chambre de commerce, c'était Développement économique Nouvelle-Beauce à l'époque qui faisait du mentorat d'affaires. Ouais. Fait que je sais pas si c'est moi qui ai cogné à la porte ou j'ai entendu parler ou quelqu'un m'approchait à cette époque-là, peu importe. Mais j'ai comme fait des démarches pour trouver un mentor. OK. Puis ça a été vraiment, vraiment, vraiment important dans ma petite carrière. Là. Ça a tout changé. Là. Ça, c'était vers quelle année, ça? Peut-être 2008, ça faisait peut-être 6-7 ans que j'étais à mon compte. Fait qu'avant d'avoir le loyer à 5000. Ouais, c'est ça, exact. Okay. Puis avant d'avoir le loyer à 5000 aussi, j'avais pensé tout vendre puis m'en aller professeur d'ébénisterie. C'est que ça aussi, ça a passé bien proche. Là. Tu regardes ton T4 à la fin de l'année puis tu fais comme je vais-tu vivre sur le seuil de la pauvreté toute ma vie? Ouais. C'est que là, j'ai commencé mes cours d'enseignant. Ça, c'est le gars qui a de la misère à étudier plus que 2 secondes. Il me semble que l'école, puis toi, ça faisait pas. Non, c'est ça. C'est que là, quand je suis arrivé au chapitre 2, je faisais ça les soirs. Quand je suis arrivé au chapitre 2, c'était le syndicat et l'enseignement. Là, j'ai fait. Non, c'était possible. Je ne serais pas un syndiqué un jour dans ma vie. Là, je ne serais jamais ça. Là. C'est que là, j'ai comme décroché bien raide. Là, je lisais tous les textes, puis comment la syndicalisation est arrivée dans le monde de l'enseignement. Puis là, je wow, OK, arrête ça là, tu ne fitteras jamais là-dedans, c'est sûr. Non, c'est ça. C'est que j'ai arrêté mon cours d'enseignement assez rapidement. Puis j'ai décidé de me concentrer et arrêter de diluer mes efforts à essayer de trouver l'opportunité qui ferait que j'aurais un meilleur salaire, une meilleure qualité de vie. J'ai dit, c'est quoi que t'aimes? C'est faire de l'ébénisterie. Continue là-dedans. Ouais. Puis mets ton énergie à 100% là-dedans. Puis à un moment donné, ça va donner quelque chose. Il faut y croire en tabarouette. Là. C'est ça. Mais mon mentor, pour revenir là-dessus, c'est M. Renal Rioux qui m'a accompagné pendant plusieurs années. Puis il a réussi à tasser mes œillères. Là. J'avais des petites œillères qui faisaient que j'étais sûr que j'avais la bonne façon de faire, puis que j'étais donc ben bon, puis que je savais tout. Puis il a réussi à les ouvrir comme ça pour que je puisse voir les autres façons de faire, les opportunités que je voyais pas parce que j'étais tellement borné, puis tellement sûr que je savais comment ça marchait quand on est jeune, puis un peu coq. C'est que lui, il m'a emmené tout en douceur à réfléchir complètement différemment. Puis ça m'a été bénéfique, vraiment bénéfique. Là. C'est qu'aujourd'hui, si j'avais resté comme j'étais, si j'étais resté comme j'étais, je serais sûrement pas rendu là aujourd'hui. Là. C'est ça. Fait que ça a été un vrai beau passage. Ah, mais c'est bien ça. Puis, mais la personne s'est impliquée dans ton parcours. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu redonnes d'une certaine façon? Tu t'impliques au DNB?
Trouves-tu ça important? Oui, ben j'essaye de redonner du mieux que je peux. Et je me sens pas prêt à faire du mentorat à mon tour. Là. Ouais. Il faut aussi avoir le temps. Fait que là, c'est l'autre Pas le chose. temps, c'est autre chose. Hein? Ouais. Fait que, puis je me suis surimpliqué dans tellement de choses que j'avais l'impression d'être partout, mais nulle part pendant un bout de temps. Là. J'étais sur 3 CA, l'entreprise en croissance de même. J'arrivais au CA pas préparé. Il y a 24 heures dans une journée, là, maintenant Ouais. t'as une famille. T'sais. J'avais l'impression de faire tout à moitié. Fait que là, t'arrives au CA, tu te sens mal de ne pas arriver préparé. Tes propos sont moins pertinents que les autres qui sont arrivés préparés. Là, tu te dis, bon, la prochaine fois, je vais me préparer d'avance. Je vais mettre plus d'énergie là-dedans, mais t'as 3 CA en même temps. Plus la business à faire virer, c'est n'importe quoi. Là. Mais je voulais redonner du temps à la communauté, d'affaires aussi. Puis après ça, ben, là, dernièrement, là, je me suis un peu plus choisi, on pourrait dire. Ouais? Avec la famille et tout ça. C'est que j'ai fini des mandats sur 2 CA en particulier. Pour passer plus de temps en famille. Ouais, c'est ça. Arriver le soir avec la tête un peu plus, un peu moins éparpillée. Là. Ouais. C'est ça. Puis là, ben, aujourd'hui, justement, t'as-tu plus délégué tout en gardant les choses que tu souhaites faire, des projets spéciaux, des gros projets? Ce qui fait que tu es capable de plus comme vivre en famille sans trop être rempli. Mais là, aujourd'hui, j'ai la chance de faire ce qui me passionne. Je suis quand même chanceux. Il y a des petits bouts de travail que c'est normal de pas tout le temps apprécier. Là. Ouais. Il y a la job 100% parfaite, elle n'existe pas. Là. Non. Mais une grosse partie de mon travail, c'est d'être en relation avec les clients. Puis ça, je carbure. Je suis gâté. Là. Puis on a une bonne partie de nos clients qui sont aussi en affaires. C'est que ça revient un peu à ce que je te disais tantôt, que j'aime ça rencontrer, puis jaser avec des gens qui ont déjà passé par où je passe, puis qui ont un certain vécu, puis tout ça. Ben oui. C'est vraiment stimulant. Puis on jase de tout, de rien, puis c'est globalement des gens passionnés. Là. C'est le fun là, de jaser avec des gens qui ont vécu toutes sortes de choses. Là. Fait que rencontrer mes clients entrepreneurs, des architectes, des designers, j'adore ça, je carbure. Je ferais ça à temps plein, mais il faut que je fasse d'autres choses aussi. Ouais, c'est ça. C'est que, puis j'aime passer du temps avec mon équipe. Là. J'essaie d'être le plus présent possible, soit à Québec ou à l'usine, avec l'équipe, jaser avec eux autres, voir ce qu'on peut améliorer, comment on peut devenir meilleur, trouver des idées ensemble. Ouais. C'est que ça, j'aime ça vraiment beaucoup. Là. Puis ce que j'aime aussi, c'est de voir les gens évoluer là, dans l'entreprise. Il y a certaines personnes que j'ai connues à 20 ans, 18 ans, 25 ans. Puis je les vois aujourd'hui rendus à 35, 38, 40. Ils ont un peu la même philosophie que toi. Tu veux pas, quand tu rentres dans une entreprise, tu embarques dans la culture, tu fites dans le moule, sinon tu vas trouver le temps long. Sinon, il y a de l'épuration naturelle qui se fait. C'est les gens qui ne fitent pas, qui visent pas la qualité, ils sont plus chez nous. Les gens qui veulent pas travailler en équipe sont plus chez nous. C'est plate, mais chez nous, c'est travail d'équipe, innovation puis de la qualité. C'est tout simplement ça. Si tu ne rejoins pas ces 3 choses-là, ben c'est plate, mais ça va être mieux que tu travailles pour quelqu'un d'autre. Là. Mais j'y tiens parce que c'est tellement le fun de travailler avec du monde qui veulent travailler en équipe. Là. Ça change toute la dynamique d'une journée. Là. Ouais. Puis c'est ce qu'on entend de plus en plus, là, c'est que les gens veulent que ça marche, les projets, puis ils veulent travailler ensemble. Ouais. Parce qu'on est rendu quand même une bonne équipe, puis on est rendu avec des départements, mais il faut que les départements travaillent en symbiose. C'est que le travail d'équipe il reste essentiel. Là. Pas que quelqu'un tire des roches à l'autre. Non. C'est qu'il faut vraiment que ça travaille en équipe parce que les projets qu'on fait, c'est pas simple. Puis comment ça pour garder justement une culture forte dans l'entreprise? Ben, je pense qu'il y a beaucoup de communication. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je savais pas à mes débuts. Là. Le petit naïf là, que je parlais tantôt. Là. Ouais. Lui, j'ai appris énormément, là, mais il faut communiquer. Faut communiquer. Et il faut communiquer. Il faut être sûr que nos attentes soient claires aussi. Puis quand on voit qu'il y a des choses qui ne fitent pas avec nos valeurs, ben faut rencontrer le collaborateur puis dire cette situation-là, ça vient à l'encontre de nos valeurs d'entreprise. Là. Est-ce que tu trouves que ça fit avec ce qu'ils sont? Là, clairement, il sait que non. Là. Non, c'est ça. Fait qu'on mise là-dessus beaucoup. Là. Puis
comment tu trouves ça, la différence avec avant, où ce que tu étais 2, 3 dans l'équipe? Aujourd'hui, autour de 50 collaborateurs, 65? 65. Ouais. C'est quoi le plus gros clash que toi, jeune, aujourd'hui, avec toute cette belle équipe-là? Ben, il y a comme un petit bout, là. Tu sais, quand t'es 3, 4, 5, tu te parles à tous les jours, t'es tout le temps ensemble, tu lunches ensemble, tu breaks ensemble. Ouais, Puis là, tu peux parler de tout ce qui se passe, tout ce qui va bien, tout ce qui va moins bien. À soir, il faut faire de l'overtime parce que j'ai mal calculé mon temps sur tel projet. La star, pour être sûr que toutes les communications se rendent bien, c'est là qu'il y a des meetings tous les matins avec toutes les équipes pour que tout soit bien aligné. S'il y a un département qui ça va un peu moins bien, on essaie de trouver de l'aide dans d'autres départements Ouais. qu'eux autres ils ont pris de l'avance. Fait que la communication est juste exponentielle. Il y a un petit bout de temps qu'il a fallu que je comprenne ça. Là. Ça que là, le bout que j'avais comme oublié qu'on était plus juste 3-4. Là. dans une couple C'est- à gérer. Là. Ouais, c'est que là, il faut que tes leaders de département, ce soit eux qui transmettent le message à leur équipe, que ça soit clair, les attentes soient claires, Ouais. l'objectif soit clair. C'est que tout est dans la clarté, le message, communication. Mais s'il y a eu un petit stretch, là, je dirais, il y a peut-être de 2017 à peut-être 2020, là, c'est un genre de petit. J'ai peut-être négligé la communication. OK. J'aurais peut-être dû miser plus là-dessus, mais je pense que j'ai appris un peu sur le tas aussi. Là. Ouais. Fait que ça fait partie de la game. Ta sœur travaille chez Ouais. Christian Marcoux, Isabelle. cuisine, immobilier, design. Exact. Depuis combien de temps? Isabelle, ça a-tu fait 10 ans cette année? Ça doit faire, tu sais, elle travaille tu sais, elle est photographe, elle fait d'autres tâches, mais ça doit avoir aidé dans les communications d'avoir quelqu'un d'autre de la famille qui est là pour t'aider. Oui, là-dedans. communication pour présenter ce qu'on fait, Ouais. pour aller chercher des nouveaux collègues de travail, pour aller chercher des nouveaux clients. Tout ce qui est marketing, elle a travaillé fort là-dessus. Isabelle, elle a commencé dès le début. Là. C'est elle qui faisait mes factures au début par les Ouais, soirs. c'est ça, là. Fait que ça fait 23 ans là, qu'on travaille ensemble. Mais plus officiellement, ça fait 10 ans là, qu'elle prend des photos des projets, qu'elle fait des vidéos. Elle nous aide à s'occuper des soirées quand on fait des soirées avec Ouais. les architectes et tout ça. Fait qu'elle travaille fort à à ce que tout soit parfait. Là. Fait qu'elle est très, très perfectionniste. Là. Mais si on continue sur la famille, tu travaillais pour ton père à l'époque. Toi, ton but, ça serait-tu que tes enfants travaillent dans l'entreprise familiale? Hey, c'est une grande question. Hein? Ouais. Là, je sais pas ce que je peux dire. Il faut que je réfléchisse. Là. Mais moi, je pense que si je sens que c'est leur vraie passion, je vais être très ouvert à ce peut-être intègre l'entreprise. Et si je sens qu'ils le font parce que c'est la voie facile, L'obligation. ouais, ou je sais pas quoi exactement, mais si je vois qu'ils le font parce que c'est comme naturel de reprendre le business de papa, Ouais. j'espère le déceler puis le comprendre. Là. Des fois, les pères ou Ouais, mères, ouais. peu importe, ils idolâtrent un peu leurs enfants, Ouais. ils mettent sur un piédestal. Mais je suis pas sûr que c'est vrai que à cause que tu es entrepreneur, que tes enfants sont entrepreneurs. Ça, je suis pas convaincu de ça. C'est que si je sens que c'est vraiment, vraiment leur passion puis qu'ils sont prêts à travailler fort, peut-être que je verrai une ouverture à ça. Mais pour l'instant, ils sont trop jeunes, Ouais. mais c'est ça. Mais si je vois que c'est vraiment, vraiment leur passion, OK. Mais sinon, non. Ben, tu sais, au moins, tu sais où ta ligne, tu sais. Tu vas le vivre rendu là, mais au moins, tu le sais que t'es penché plus d'un côté. Si t'es pas sûr, t'es aussi bien pas embarqué dans un projet comme celui-là. Là. Ouais. C'est ça, il faut que tu en manges, il faut que tu rêves à ça la nuit, la fin de semaine. Je vois n'importe quoi. Je vois un mariage ou je vois un événement X, Y, Z. Je suis tellement passionné par ce que je fais que ça transparaît. Là. Ouais. La nuit, je me réveille et je pense à ça. Puis je suis pas déçu de penser à ça parce que j'en mange. C'est que je me dis, être passionné et être entrepreneur en même temps, c'est vraiment trippant. Ouais.
Mais si quelqu'un est juste, pas juste, mais entrepreneur, mais pas passionné par ce qu'il fait, le plaisir du quotidien doit être différent. Là. Je l'ai jamais fait de vendre quelque chose que j'aime pas. Puis Non, c'est ça. mais être en business, je l'ai jamais fait. Mais ça doit être moins stimulant que faire quelque chose que tu aimes pour de vrai. Là. Ouais. C'est ça. Et j'ai hâte de voir le futur. Là. Il y a certains de mes enfants qui présentent des signes de vouloir être entrepreneur déjà. Ah, mais c'est le fun, ça. Mais j'ai hâte de voir la suite. Là. Suivre. Ouais. Puis là, parlons un peu de conciliation travail-famille. Tu t'es libéré un peu de CA, justement, pour être plus de te choisir toi, la famille. Comment tu fais pour pallier à ce qui est le travail-famille? C'est-tu un mythe pour toi ou ben tu le gères bien? Je le gère mieux. Est-ce que je le gère à mon goût? Non, pas pantoute. Ok. Il y a des semaines, il y a des mois que de certains défis ou soucis ou peu importe, qui fait que tu arrives le soir puis la tête à vire ou des journées folles que j'arrive le soir à 6h30 puis que j'ai pas eu le temps de mettre le nez dans mes emails la journée. Ouais. Puis que là, j'ai juste en tête que j'avais vu passer tel email puis j'ai pas eu le temps de répondre, mais il faut que je réponde absolument aujourd'hui. Là, t'as ça qui te vient dans la tête, t'es en train de souper, puis là, tu te dis, aussitôt j'ai fini de souper, je vais aller envoyer 7-8 emails, puis après ça, je vais revenir faire les devoirs avec les enfants, mettons. Ouais. Mais ça finit que pendant que tu soupes, t'as pas la tête, t'as soupé à 100%. Puis Non, là, c'est ça. fait qu'il y a ça que j'ai un peu de misère encore à décrocher. J'aimerais ça être 100% présent. Ça reste à améliorer encore. Là. Fait qu'on va voir, mais je travaille là-dessus. Je suis de plus en plus libéré, on pourrait dire, de plein de tâches. Notre feu est en train de mourir actuellement. Bon, on arrive à la fin, fait que C'est bon. ça Déjà? va coûter, oui, Ça fait déjà une demi-heure. Ça fait déjà 1 heure et quart. Pour de vrai? Ouais, ben en tout cas, je pense. OK. C'est bon. Ben écoute, si on embarque sur justement, tu sais, les designs, ça l'évolue. La technologie, ça l'évolue. Tu sais, toi, en tant qu'entrepreneur, comment tu fais pour faire évoluer ton entreprise puis que ça suive tout ça? Parlons un peu on est plus dans la facette de l'avenir, là, tu sais, de l'innovation future. Ouais. Ben, tu sais, je pense que l'idée de robotiser autant que ça notre entreprise, c'était que je regardais les générations qui s'en viennent, puis faut qu'il y ait un ordinateur, faut qu'il y ait des robots, faut qu'il y ait de la technologie, parce qu'on dirait que tout le monde capote là-dessus. Là. Tout le monde a un téléphone dans les mains, une tablette, peu importe. C'est que là, je me suis dit, le jeune de demain, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il ne voudra pas faire un job d'usine avec de la poussière, puis travailler dur, puis il va vouloir un job qui est agréable, qui est le fun, un beau climat de travail. Tu as vu l'usine chez nous, là, l'usine est hyper fenestrée, Ouais. c'est très éclairé, c'est clean au bout. Ça, c'est un autre aspect qui va attirer des talents. L'autre chose, c'est que je suis quand même très, très proche de mes fournisseurs d'équipement. Puis on voit ce qui se passe en Europe aussi. Ouais. On voit ce qui s'en vient. Puis on sait déjà pas mal nos moves technologiques qui s'en viennent. On a fait le dernier agrandissement, on l'a fait en fonction du prochain agrandissement qui est déjà dessiné. Ouais. C'est que là, on sait quel mur qui va être défoncé pour telle raison, puis qu'il va arriver tel équipement à telle place. Après ça, on sait que les ébénistes vont aller à tel endroit pour faire une ligne de production plus ligne. La chambre peinture va être encore redynamisée encore plus côté séchage à l'infrarouge. On sèche déjà à l'infrarouge, mais ça va être robotisé ça aussi, éventuellement. On sait vers où on s'en va, puis on a la chance de visiter des usines un peu partout dans le monde. Ben oui. On a visité. Tu vois ce que les autres font. Puis Ouais. On a visité une shop d'armoires, c'était 800 cuisines par jour fabriquées. Hein? Ouais, puis c'était même pas la plus grosse shop dans ce coin-là. C'est donc fou. Fait qu'on a vu des petites techniques qu'eux autres prenaient. Ce qui aurait été facile, c'est de prendre la technique coupée puis faire les coins ronds. Ouais. Ça, on l'a laissé, on ne touchera pas à ça. Mais on a vu des petits twists, des petites affaires qu'eux faisaient qu'on a pu ramener chez nous puis qu'on va éventuellement même continuer à en ramener d'autres techniques. Mais c'est ça, on se tient hyper informé. Les médias sociaux, LinkedIn, c'est une belle façon aussi de voir ce qui se passe, les usines à robotisation, tout ça. Mais je pense qu'on peut être fier de ce qui se fait au Québec. Il y a des belles entreprises pour intégrer de la robotisation. Fait que de se tenir proche de ces gens-là, de voir eux s'en vont vers où, parce qu'eux aussi sont à l'affût de ce qui s'en vient.
Si on est proche d'eux, ben on est déjà un pas vers. Un pas à l'avant. Ouais. C'est ça. Fait que ça, c'est stimulant, puis ça, j'aime vraiment ça. Là. Puis ça t'a-tu amené à des fois faire des moves qui ont été problématiques, tu sais, un peu plus anecdotiques? Il y a quelque chose qui s'est mal passé, puis t'as hey, Colin, que je suis pas fier de celle-là. Ouais, il y en a quelques-uns, des mauvais moves. Là. Il y a les produits à l'eau, ça a été tout qu'un fail au début. Il y a quelques cuisines, je me rappelle pas si c'est 2 ou 3 cuisines qu'il a fallu tout ramener panneaux, tout la redécaper, la re-shooter au complet. Ces jobs-là sont à oublier. Là. Le client n'a pas eu une belle expérience. Là. On commençait dans les produits à l'eau, puis on le maîtrisait pas, là, clairement. C'est qu'au début, on a eu des problèmes de finition importants au début. Mais on s'est pas caché. Là. On a repris notre travail. On a livré un beau produit, c'est que ça, je suis content. Mais c'est partie de la vie. Hein? Ouais, sauf que j'aurais aimé ça, peut-être pas que ça pas arrive. Gérer ça, ouais. Sinon, le reste, des anecdotes intéressantes. À froid, mais que j'écoute le podcast, je vais dire, hey, j'aurais dû dire ça. Mais là, vite, j'en ai pas d'autres. Je pense, il nous est arrivé toutes sortes d'histoires, mais des fois, des histoires particulières qui se racontent dessus, mais que oui, que ça se raconte, mais peut-être pas. Mais il y a toutes sortes d'histoires que des fois. J'ai une histoire particulière peut-être en 2003-2004. Je travaillais avec travailleur autonome, dans le fond. Ouais. Quand je disais que j'étais 0 ou 1, 2 qui travaillait ensemble, j'avais un travailleur autonome qui travaillait avec moi, puis il était à son compte. Il faisait ses factures, tout ça, puis le soir, lui, il y avait un autre job. Là, c'est qu'il faisait peut-être 35-40 heures chez nous. Puis à un moment donné, il y a eu du tineur dans les yeux en faisant une fausse manœuvre. Oh boy, OK. Fait que là, il est allé à l'hôpital, puis là, il a dit à CSST qu'il travaillait pour moi. C'est qu'il n'a pas dit qu'il était travailleur autonome. Là. Fait que j'ai reçu une belle amende de la CSST pour recouvrir toutes les heures qu'il avait faites chez nous. Oh Quelqu'un que j'étais comme ça avec. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu te dis, la dernière personne que tu penses qui va te faire un coup comme ça, c'est la personne qui te le fait. Là. Fait que là, ça a été comme une méchante claque d'en face. Là. Tu te dis, ouais, si je pouvais faire confiance à quelqu'un dans la vie, c'était bien cette personne-là. De me servir de bord, puis genre de petits coups de couteau dans le dos. Ouais, tu fais. C'était clair initialement que tu étais travailleur autonome. Je te payais plus cher pour ça. Puis après, tu reviens avec un back charge à CSST. Ah, Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Puis là, tu commences, tu n'as pas d'argent. Tu fais, aïe, ça n'aurait pas pu m'arriver plus tard dans ma carrière, mettons, d'histoire de même. Mais ça m'a appris de ne plus embaucher de travailleur autonome. C'est ça. C'est que là, tu apprends tout le temps quelque chose au travers du reste. Mais c'est pas mal, ça, c'est l'histoire la plus crève-cœur que j'ai eu à vivre. Autant un bon lien de confiance, puis qu'il arrive quelque chose comme ça. Là. C'est encore du bagage que j'ai pris. Ben, c'est ce qui t'a amené aussi à mieux te développer puis à comprendre justement toutes les petites erreurs qui peuvent se passer, mais ça peut t'amener ça t'amène à t'élever aussi. Oui, exact. Comment tu vois l'avenir de Christian Marcoux dans les 10 ans, ça commence à être loin. Ouais, ben. 5 ans, des fois, c'est plus réaliste à y penser. Et là, je capote comment j'ai une belle équipe. Là. J'ai 2 associés, là, Sylvain et Caroline. C'est vraiment le fun de travailler avec eux autres. Là. Puis c'est joint à travers de ça, une sacrée belle équipe de direction. On a un beau comité de gestion aussi. Là, on place les bases solides pour pouvoir faire de la croissance. OK. C'est que là, on a quelqu'un en TI, on a quelqu'un en robotisation, on a quelqu'un au RH, on a un directeur financier. Puis c'est tout du monde que c'est le fun de travailler avec eux. Là. Puis c'est l'idée d'embaucher plus fort que soi. Là. Ouais. Au début, je prenais comme des solutions un peu plus low cost pour dire je vais faire un petit bout de même, puis un jour, je vais embaucher quelqu'un de senior. Ben là, on est rendu au bout qu'on embauche des gens extrêmement solides, puis qui nous aident à élever notre jeu plus rapidement. C'est qu'on est vraiment rendu là. C'est que là, l'équipe est grande, mais prête à ce que la croissance se passe comme on le désire. C'est que ce qu'on voit, c'est de plus en plus de projets aux États-Unis. On a un projet en Nouvelle-Écosse. On a un peu partout au Québec. Ouais, Québec est quasiment en entier desservi. C'est que Montréal qui se développe de plus en plus. Chicoutimi qui bouge quand même beaucoup. Les Laurentides qui a quelques projets. Fait qu'on estrie un petit peu aussi. C'est que ça bouge tout partout. Puis là, c'est
continuer à développer notre réseau, puis continuer à faire la croissance parce qu'on a la possibilité de faire x3 la bâtisse qu'on a actuellement là, sur le terrain qu'on a. Là. Ok, ouais, je comprends. Fait que ça pourrait amener, selon mes calculs savants, peut-être autour de 50 millions de chiffre d'affaires, peut-être d'ici Avec tout ça de 10 à 20 ans. grandi, là. Oui, c'est ça, exact. Wow. C'est comme si la vraie grosse bouchée, on vient de la faire. Mais après ça, ça va être du fine-tuning, de l'ajout de petits équipements ici et là. Mais la vraie grosse bouchée, elle vient d'être faite. Là. Le vrai grand coup financier, là, il vient d'être fait. Le reste, ça va être des équipements qui vont être en ajout à droite et à gauche, mais pas de move comme on vient de faire, qui est énorme. Ça va être un peu plus simple le futur, je pense, que ce qu'on vient de passer au travers. Là. On verrait, on s'en reparlera dans 5 ans, voir si c'était ça. Ouais, c'est Je ça. le souhaite. Puis si tu avais un conseil, dernière question, mon Christian. Si tu avais un conseil à donner à Christian Marcoux de 2001 qui commence en ébénisterie, ça serait quoi? Il y en a 2, 3. 2, 3, ben c'est correct, tu peux lire. Il y aurait le premier, c'est va travailler un an ou 2 ailleurs. Deuxième conseil, j'aurais dit arrête de te penser bon, t'es pas bon. Tu connais rien en business. Ouais. Ça, j'aurais dit ça au petit Christian Marcoux en 2001. Puis le troisième conseil, j'aurais dit entoure-toi de plus fort, ça va juste t'emmener plus loin, plus vite. Là. C'est que c'est les 3 conseils que j'aurais donnés au Christian de 2001, qui avait 20 ans à l'époque. Ouais. C'est ces 3 conseils-là. Puis aujourd'hui, je sais pas où est-ce qu'on serait rendu. Ça serait clairement différent. Mais je pense que c'est ça. Les jeunes, on pense tous en savoir plus que les autres, que nos prédécesseurs, mais finalement, on fait toutes les mêmes erreurs à la même place. Exact. Pour avoir reçu quand même beaucoup de gens sur le podcast, il y en a beaucoup qui disent ça. Entoure-toi de plus fort. Oui. C'est important. Fait que, je pense que c'est un bon conseil qu'on a à donner Exact. at large. Oui, c'est ça, c'est clair. C'est pas mal les 3 conseils les plus importants, je pense. Écoute, ça fait le tour, Christian. Yes. J'espère que tu as aimé ton expérience. C'était-tu ton premier podcast que tu participes? C'était mon deuxième. Deuxième? Puis je suis arrivé fébrile. Mais c'est ça, je suis bien content. Merci d'avoir pensé à moi. Ben, merci d'avoir accepté. Ça fait plaisir, merci. Et on se recroise bientôt. Excellent. Merci. Salut.